L'affaire Charles Dexter Ward par Howard Philip Lovecraft. Chapitre 1. Résultats et prologue. Un personnage singulier s'est échappé récemment d'une clinique psychiatrique de Providence. Il s'appelait Charles Dexter Ward et fut interné à la demande de son père, terrifié par la progression d'une maladie mentale qui avait évolué de simples excentricités vers une démence furieuse dont on pouvait même craindre les dérives meurtrières. Les médecins avouent être totalement déconcertés par son cas qui présente des aspects psychologiques aussi bien que physiologiques. Tout d'abord, le patient semblait sensiblement plus âgé que ses 26 ans. Il est vrai que les désordres mentaux ont tendance à vieillir un peu ceux qui en sont atteints, mais le visage de ce jeune homme avait une apparence de sagesse ironique que seuls ceux des vieillards acquièrent avec le temps. Ensuite, son organisme fonctionnait d'une façon dissonante, totalement inconnue dans les annales de la médecine. La respiration et le cœur souffraient d'un manque évident d'harmonie. Il avait perdu sa voix et n'était plus capable que de chuchoter. Sa digestion était lente et difficile, et ses réflexes aux stimuli traditionnels ne correspondaient en rien ni à ceux d'un homme en bonne santé, ni à ceux d'un malade souffrant d'une pathologie connue. Sa peau, froide et parcheminée, ressemblait à une maille mal tricotée et un peu relâchée. Une tache de naissance de couleur olive qu'il avait à la hanche avait disparu, cependant qu'une curieuse marque noire s'était formée sur sa poitrine. Enfin, les médecins ont tous noté un ralentissement inexplicable et sans précédent de son métabolisme. Du point de vue psychiatrique, le cas Ward n'était pas banal non plus. Sa folie ne se rapportait à aucune psychose connue ni décrite, même dans les traités les plus récents. Elle allait de pair avec une volonté hors du commun qui aurait pu faire de lui un génie ou un meneur d'hommes si elle n'avait bizarrement dégénéré en une névrose grotesque. Le docteur Willett, médecin de la famille Ward, affirme même qu'en dehors des domaines où la folie se manifestait, les facultés intellectuelles du jeune homme avaient décuplé depuis sa crise. Charles Ward fut toujours un érudit et un archéologue averti. Pour autant, même ses travaux les plus brillants ne sont jamais parvenus au niveau de pensée et de finesse d'esprit qu'il a démontré au cours de ses examens psychiatriques. Il fut d'ailleurs assez compliqué de le faire interner, tant son esprit semblait vif et lucide, et ce n'est que grâce à quelques témoignages et aux lacunes tout à fait anormales dans ses connaissances qu'il fut finalement enfermé. Jusqu'à sa disparition, il resta un lecteur vorace, et malgré sa voix chuintante, sa conversation demeura brillante, si bien que plusieurs observateurs avisés, qui n'avaient certainement pas imaginé son évasion, avaient prédit qu'il ne resterait pas longtemps dans la clinique du docteur Waite. Le docteur Willett, qu'il avait mis au monde et vu grandir, semblait s'inquiéter de cette perspective. Il avait eu une mésaventure terrible et fait une découverte si effrayante qu'il n'osait s'en ouvrir même à ses collègues dont il redoutait le scepticisme rationnel. Le rôle exact de Willett dans cette affaire n'est pas très clair. Il fut le dernier à voir le patient 3 heures avant son évasion, et plusieurs témoins ont rapporté qu'à la fin de cet examen, il est sorti de la chambre avec une expression à la fois d'horreur et de soulagement. L'évasion de l'hôpital du Dr. Waite est une énigme totalement inexplicable. Dans la chambre de Ward, il n'y avait qu'une seule fenêtre, ouverte certes, mais située au 6e étage. Pourtant, après son entretien avec Willett, le jeune homme avait bel et bien disparu. Le médecin n'a aucune explication satisfaisante à proposer, quoique curieusement il semble soulagé. Peut-être en dirait-il davantage s'il ne craignait que ses propos ne fussent tournés en dérision. En entrant dans la chambre, il avait bien trouvé Ward, mais peu après son départ, les infirmiers qui frappèrent à la porte n'obtinrent pas de réponse.
Quand ils finirent par entrer, le patient s'était envolé. Il n'y avait qu'un nuage de poussière bleutée qui lui fit tousser avant d'être dispersé par la brise glaciale d'avril. À un moment, les chiens avaient bien aboyé, mais c'était pendant la visite de Willett. De toute façon, il n'avait poursuivi personne et s'était rapidement calmé. Le père de Ward, averti immédiatement par téléphone, se montra plus triste que surpris. Lorsque le docteur Wade vint lui rendre visite, il avait déjà parlé avec le docteur Willett. Cependant, le père et son médecin nient toute complicité, fût-ce passive, dans cette évasion. Des amis intimes de M. Ward et du docteur Willett ont livré quelques explications, mais elles sont beaucoup trop invraisemblables pour que l'on puisse y croire. Toujours est-il qu'un fait demeure. Charles Ward a bel et bien disparu sans laisser la moindre trace. Depuis sa plus tendre enfance, il était passionné d'histoire, un goût qui lui était venu de sa vénérable ville, qui regorge de vestiges du passé, ainsi que des superbes antiquités que ses parents accumulaient dans leur demeure de Prospect Street. Avec les années, ce penchant s'affirma si bien que l'histoire, la généalogie, l'architecture, le mobilier et l'artisanat coloniaux devinrent ses seuls centres d'intérêt, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut comprendre sa maladie. Ainsi, les lacunes considérables que, grâce à un interrogatoire adroit, les psychiatres ont mises en lumière, se rapportent tout au monde moderne et sont compensées par un excès de connaissances historiques, de sorte que l'on pourrait presque imaginer que le patient s'est transporté dans une époque antérieure par quelque mécanisme d'auto-hypnose. Le plus curieux est que Ward ne semble plus du tout intéressé par les antiquités qui le passionnaient tant, et que tous ses efforts sont maintenant tournés vers la connaissance du monde moderne qui lui fait tellement défaut. Il a fait de son mieux pour dissimuler ses carences, mais tous ceux qui l'ont examiné ont été frappés par le fait que ses lectures et ses conversations soient totalement orientées vers la compréhension de son siècle, alors qu'il est né en 1902 et qu'il a étudié dans les meilleures écoles. Les psychiatres se demandent d'ailleurs comment, dans ces conditions, il fait pour affronter le monde extérieur depuis qu'il s'est évadé. De la vie générale, il doit sans doute adopter un profil bas dans une situation très modeste, en attendant d'être complètement informé sur son environnement. Les psychiatres sont en désaccord sur la période à laquelle les désordres mentaux de Charles Ward sont apparus. Le docteur Lehman, qui fait autorité à Boston, penche pour 1919-1920. À cette époque, le jeune homme qui étudiait au lycée Moses Brown cessa brusquement de s'intéresser à l'archéologie qui était toute sa vie pour se consacrer à l'étude des sciences occultes. Il refusa même de passer l'examen d'entrée à l'université, au motif que ses recherches personnelles étaient beaucoup plus importantes. C'est également à cette époque qu'il consacra un temps considérable à compulser les registres municipaux et à visiter les cimetières à la recherche d'une tombe creusée en 1771, celle d'un ancêtre nommé Joseph Curwen, dont il avait découvert certains documents derrière les boiseries d'une vieille demeure d'Aulnay Court qui, semble-t-il, lui avait appartenu. Il est indéniable que l'hiver 1919-1920 constitue un tournant dans le comportement de Charles Ward. Cependant, le docteur Willett n'est pas du même avis que son confrère, fondant son diagnostic sur la connaissance intime qu'il a de son patient, ainsi que sur certaines investigations assez éprouvantes qu'il a menées à son sujet. Il a découvert des choses qui l'ont marqué à un point tel que sa gorge se noue encore quand il en parle, et qu'il ne peut les mettre par écrit sans que sa main ne se mette à trembler. Willett admet que le changement radical de comportement apparu en 1919-1920 pourrait marquer le commencement d'une détérioration mentale qui évoluera vers la démence en 1928, mais sa connaissance du cas l'amène à se garder de toute conclusion hâtive. Sans doute le jeune homme a-t-il toujours été psychologiquement fragile, tantôt susceptible, tantôt enthousiaste, mais il se refuse à voir dans sa métamorphose un quelconque basculement dans la folie. Il pense au contraire que Ward, comme il l'affirma, fit réellement une découverte effrayante et formidable, et que les troubles n'apparurent que beaucoup plus tard, après la découverte du portrait et des manuscrits, après ses voyages vers des destinations étranges, après les invocations dont il a parlé,
Après la lettre de désespoir qu'il a adressée au médecin, après la vague de vampirisme et les rumeurs au village de Pawtuxet, après enfin que sa mémoire se fût altérée et son aspect physique dégradé. C'est à ce moment-là, insiste Willett, que le cauchemar a commencé pour Charles Ward. Le vieux médecin affirme que des preuves indiscutables appuient la thèse d'une révélation formidable. D'abord, il y a ces deux ouvriers qui étaient avec Ward lorsqu'il découvrit les manuscrits de Curwen. Ensuite, il y a Willett lui-même qui les a vus et qui peut attester de leur authenticité. La niche dans laquelle ils étaient dissimulés est aussi une réalité bien tangible. Il y a également les lettres de Hutchinson et Horn, l'écriture de Ward, ce que les détectives ont découvert sur le docteur Allen, sans oublier le terrible message rédigé en lettres cursives minuscules que Willett retrouva dans sa poche quand il reprit connaissance après sa terrible aventure. Pour finir, il y a surtout le résultat effrayant que le médecin a obtenu au cours de son enquête grâce à deux formules qui établit indubitablement l'exactitude de ces manuscrits et leurs implications abominables à bannir à jamais de la connaissance humaine. Il faut se faire à l'idée que la première partie de la vie de Charles Ward fait aujourd'hui partie d'un passé révolu, tout comme ses vestiges et ses antiquités qu'il estimait tant. À l'automne 1918, avec un enthousiasme particulier pour l'entraînement militaire de l'époque, il commença sa première année au lycée Moses Brown, dont il avait toujours affectionné le bâtiment datant de 1919, situé dans un magnifique parc non loin de chez lui. Il était peu sociable et partageait son temps entre la classe et l'entraînement, de longues promenades et la poursuite de recherches généalogiques à l'hôtel de ville, à la bibliothèque publique, à l'Athénéum, ou encore à la bibliothèque Shepley qui venait d'ouvrir ses portes dans Benefit Street. En ce temps-là, il était blond, grand et mince, un peu voûté, habillé négligemment, et il donnait une impression générale de maladresse inoffensive. Ces promenades étaient de véritables aventures dans le passé, au cours desquelles il parvenait, à partir des innombrables souvenirs de l'ancienne cité, à faire revivre les images de la vie d'autrefois. Il habitait une belle demeure géorgienne située au sommet de la colline à l'est du fleuve. Des fenêtres à l'arrière, on pouvait contempler l'amoncellement de clochers, de dômes, de toits et les sommets des gratte-ciel de la ville basse jusqu'aux collines violettes de la campagne lointaine. C'est là qu'il était né et que sa nurse l'avait promené, partant du porche classique de la façade en briques, passant près de l'ancienne ferme blanche construite il y a plus de 200 ans avant que la ville n'absorbe la campagne, poursuivant vers l'université le long d'une avenue somptueuse et ombragée, bordée à la fois d'anciennes demeures de briques, ornées de porches aux lourdes colonnes doriques, et de maisons en bois plus petites, mais qui toutes rêvaient solides et exclusives au milieu de leurs cours et de leurs spacieux jardins. On l'avait promené aussi un peu plus bas dans Congdon Street, où les maisons se dressent sur de hautes terrasses, des maisons de bois plus anciennes, car au long des années, la ville avait grandi du bas de la colline vers son sommet. La nurse aimait s'arrêter là, s'asseoir sur un des bancs de Prospect Street, puis bavarder un peu avec un policier, et l'un des premiers souvenirs d'enfance de Charles fut cet océan de toits, de clochers, de dômes et de collines lointaines qu'il aperçut un matin d'hiver dans un coucher de soleil apocalyptique où le rouge, l'or et quelques vers étranges se détachaient sur un violet mystique. Il se rappelait encore le dôme de marbre du Capitole, imposant sa majestueuse silhouette, et la statue en son sommet qui perçait les stratus rayant le ciel enflammé. Quand il fut plus grand, ces fameuses promenades commencèrent. D'abord avec sa nurse qu'il traînait impatiemment, puis seul. Il s'aventurait de plus en plus loin, atteignant à chaque fois des quartiers plus anciens et plus curieux de la vieille ville. Il hésita un peu en descendant la pente raide de Jenks Street, bordée de pignons coloniaux pour atteindre Benefit Street, l'ombragée. Devant lui s'élevait une ancienne maison en bois à l'entrée décorée de 2 colonnes ioniques, juste à côté d'une vieille ferme au toit mansardé qui avait conservé son allure campagnarde. Plus loin, on pouvait admirer la demeure du juge Durfee, témoin fatigué de la splendeur coloniale.
Le quartier était délabré, mais les ormes géants parvenaient à faire oublier les taudis aux jeunes hommes qui déambulaient le long de ces demeures pré-révolutionnaires avec leurs grandes cheminées centrales et leurs portails classiques. Du côté est, les maisons étaient construites au-dessus d'un sous-sol plus élevé et étaient desservies par un double escalier de pierre. Charles rêvait en les imaginant telles qu'elles devaient être quand la rue venait d'être pavée. À l'ouest, la colline descendait vers le vieux quartier de Town Street que les fondateurs de la cité avaient bâti le long de la rivière en 1636. Il y convergeait d'innombrables allées bordées de masures d'âge avancé. Bien que fasciné par ces antiquités, Ward hésita longtemps avant de s'y aventurer, de crainte qu'elles ne recèlent quelques terreurs inconnues. Il trouvait moins risqué de longer Benefit Street en passant devant la grille métallique du cimetière Saint-John, puis à l'arrière de la maison des colonies bâtie en 1761 pour arriver enfin à l'auberge de la Balle d'Or où George Washington séjourna en 1790. Arrivé à Meeting Street, qui s'était appelée autrefois Goal Lane, puis King Street, il pouvait contempler vers l'est l'escalier de pierre qui gravissait la pente et vers l'ouest la vieille école en briques située juste en face de la tête de Shakespeare où l'on imprimait la Gazette de Providence avant la Révolution. Plus loin, on pouvait admirer la première église baptiste de 1775 avec son clocher dessiné par Gibbs et ses superbes coupoles. À partir de là, en allant vers le sud, le quartier s'améliorait, offrant aux promeneurs deux groupes de magnifiques demeures anciennes. Vers l'ouest, on retombait sur de petites allées aux maisons en ruine qui descendaient jusqu'au port, où les appontements de bois pourris, les magasins infects et une populace polyglotte se rappelaient les jours glorieux de la Compagnie des Indes orientales, dont on trouvait encore quelques réminiscences dans les noms des ruelles insalubres, Bullion, Gold, Silver, Coin, Doubloon, Sovereign, Dollar et Cent. En grandissant, Charles devint plus téméraire et s'aventura dans ce maelstrom de maisons bancales, de fenêtres borgnes, d'escaliers brisés, de balustrades tordues, peuplées de faces basanées et inondées d'odeurs indescriptibles. Tournant de South Main dans Southwater, il partait à la recherche des quais, où quelques vieux vapeurs continuaient obstinément à s'amarrer. Ensuite, il repartait vers le nord, passait les entrepôts construits en 1816, arrivait au square du Grand Pont et enfin à l'ancien marché couvert de 1773, toujours vaillant sur ses anciennes arcades. Là, il s'arrêtait pour boire un verre et apprécier la beauté fascinante de la vieille ville, couronnée par le gigantesque dôme de la nouvelle église de la science chrétienne, comme Londres est consacrée par le dôme de Saint-Paul. Il aimait particulièrement cette étape de fin d'après-midi quand le soleil couchant caressait le marché couvert et imprégnait de sa magie les quais où les voiliers des Indes accostaient jadis. Après une longue contemplation qui durait souvent jusqu'au crépuscule, il retournait chez lui, passant devant la vieille église toute blanche, et grimpant le long des ruelles où, une à une, les lumières commençaient à briller à travers les fenêtres à croisillons. Au cours des années suivantes, il se mit à rechercher des contrastes plus marqués. Il passait par exemple la moitié de sa promenade dans les quartiers coloniaux un peu décrépits, notamment le ghetto noir qui entourait la place, où la diligence de Boston s'arrêtait avant la Révolution. La seconde moitié était consacrée à des lieux plus prestigieux du côté de George, Benevolent, Power et William Street, où le temps n'a pas corrompu les belles propriétés ni leurs jardins murés qui embaument de tant de souvenirs parfumés. Toutes ces promenades, associées à des études trop poussées, sont sans nul doute responsables de la tournure passéiste de l'esprit de Charles Ward et expliquent le terreau mental dans lequel des graines effroyables ont pu germer au cours de l'hiver 1919-1920. Le docteur Willett est convaincu que jusqu'à cet hiver maudit, il n'y avait rien de malsain dans les recherches de son patient. Il n'avait aucune attirance morbide pour les cimetières qui ne présentaient à ses yeux qu'un intérêt historique. Il ne montrait pas davantage de symptômes de violence. Puis, insidieusement, par degrés, on le vit changer après s'être découvert cet aïeul du côté de sa mère, un vieillard d'une longévité étonnante, ce Joseph Curwen, arrivé de Salem en mars 1692 et qui faisait l'objet d'histoires étranges et inquiétantes.
L'arrière-arrière-grand-père de Ward, Wellcome Potter, avait épousé en 1785 une demoiselle Anne Tillinghast, fille d'une madame Eliza Tillinghast, elle-même fille du capitaine Tillinghast, dont la famille Ward ignorait jusque-là l'existence. Fin 1918, en examinant un registre d'état civil, le jeune historien tomba sur une inscription de changement officiel de nom datant de 1772. Une madame Eliza Curwen, veuve de Joseph Curwen, reprenait, ainsi que sa fille, âgée alors de 17 ans, son nom de jeune fille, Tillinghast. L'inscription précisait « Le nom de son mari était devenu opprobre public pour des raisons connues après son décès, par quoi se voyait confirmer l'ancienne rumeur, jamais accréditée par une épouse loyale, jusqu'à ce qu'il fût indiscutablement établi qu'on n'en pouvait pas douter. » Cette inscription fut découverte lorsque 2 feuillets du registre qui avaient été soigneusement collés pour n'en faire qu'un se détachèrent. Charles comprit immédiatement qu'il venait de se découvrir un arrière-arrière-arrière-grand-père, ce qui l'enthousiasma d'autant plus qu'il avait déjà lu de vagues allusions à ce personnage douteux, à propos duquel on ne trouvait aucune référence dans les registres publics, comme si une conspiration avait été jadis organisée pour en effacer à jamais la mémoire. Ce qui fut révélé plus tard était si effroyable, si abominable, qu'on ne peut s'empêcher de s'imaginer ce que les colons voulaient à tout prix effacer des registres et de la mémoire, ni de juger que leurs raisons n'étaient que trop valables. Jusque-là, Ward s'était contenté de fantasmer à propos du vieux Joseph Curwen, mais en découvrant qu'il était directement apparenté à ce personnage banni de l'histoire, il résolut d'entreprendre des recherches systématiques à son sujet. Il y réussit au-delà de toutes ses espérances en mettant à jour de vieilles lettres, des journaux, des mémoires inédites, enfouis sous les toiles d'araignée des greniers de Providence et d'ailleurs, autant de documents que leurs auteurs n'avaient pas jugé utile de détruire. Bon nombre d'entre eux ne proviennent pas de Providence, mais de New York, où la correspondance de Rhode Island est conservée au musée de la Taverne Francis. Mais la source essentielle de la documentation de Ward est constituée, selon le docteur Willett, par les manuscrits découverts en août 1919 au fond d'une niche secrète ménagée dans une maison délabrée d'Olney Court. Ce sont eux, sans l'ombre d'un doute, qui ont fait basculer l'esprit de Charles Ward dans la démence.